Que penser des compléments alimentaires comme le magnésium, la whey, les BCAA, les barres protéinées? Alors vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce sujet. J'avais imaginé de faire un pour ou contre sur la thématique de la nutrition et du sport. Et en fait, il y a eu beaucoup de questions sur les compléments alimentaires, sur les suppléments. Et donc, j'ai décidé de faire un épisode spécial en répondant pour ou contre ces différents produits. Je vais vous expliquer pourquoi je suis pour certains, pourquoi je suis plutôt contre d'autres et pourquoi des fois il faut un petit peu plus de nuances que ça. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la grande forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Une semaine sur deux, je pars à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et une semaine sur deux, je vous propose un focus sur des grandes questions, sur des mythes de la nutrition et des questions que vous me posez. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode vers un formulaire dans lequel vous pouvez suggérer des sujets et poser vos questions. Le but, c'est que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir en forme, bouger plus, mieux nous entraîner, mieux récupérer, pour réussir nos défis, devenir champion et championne du monde de notre monde. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je vous amène d'abord avec moi, je vous donne un petit peu de contexte, c'est l'été, je pars en balade, ce sont des épisodes viens marcher avec moi. Donc je pars marcher tout en répondant à vos questions. L'idée c'est vraiment de vous transmettre un petit peu ma vision des choses, de vous expliquer comment je fais les choses, mais là je suis parti en balade. Donc je vous réponds un peu comme je fais en coaching, parce qu'il faut savoir que quand je fais les coachings, les accompagnements, c'est souvent comme ça que je les fais en fait, c'est en marchant. Donc je dis voilà, on va aller marcher ensemble 1 heure, on va discuter, on va échanger sur les problématiques, et on va échanger comme ça. C'est souvent, c'est un format que je propose souvent aux personnes que j'accompagne. Et donc l'été, je fais un petit peu la même chose, mais avec vous dans les podcasts, un peu la tradition de l'été. Alors si vous avez l'habitude d'écouter Kilomètre 42, c'est un format que j'avais commencé sur Kilomètre 42, que j'ai intégré dans Retrouve la forme, et que j'intègre aussi dans mon podcast privé, qui est réservé pour les personnes qui me font confiance en achetant mes programmes et mes coachings. Petit rappel quand même, avant d'aller plus loin dans ce pour ou contre, je voudrais vous rappeler que je vous donne d'abord un avis personnel, en fait, avec mon utilisation, avec ce que j'ai appris dans ma formation en nutrition, dans les différentes formations que j'ai pu suivre, dans les discussions avec les invités, dans les lectures que j'ai pu avoir. Donc c'est ma vision personnelle, c'est un peu comme je vous répondrai en coaching. Je pense surtout qu'il faut individualiser les choses. Quand on parle de compléments alimentaires, il faut se rappeler quand même que la base, c'est d'abord ce que l'on mange et ce que l'on met dans l'assiette. Et ensuite, pour moi, on peut ajouter une logique de compléments et de suppléments. Les compléments ne doivent pas être la base de notre alimentation. Ce sont vraiment des compléments. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, ce que je vais vous transmettre aussi, ma vision des choses, c'est que les compléments sont aussi un complément à ma vision SAMI. Sommeil, alimentation, mouvement, et I pour les idées, pour tout ce qu'il y a dans la tête. Mais c'est vrai que parfois les compléments sont des aides qui peuvent justement améliorer certains éléments. Mais si votre mode de vie n'est pas bien structuré, s'il n'est pas bien équilibré autour de ces 3 grands piliers, et puis si on rajoute le pilier, ce qu'on fait par rapport à sa santé mentale, le stress, des fois en fait ils servent à rien ces compléments, ou alors on essaye d'ajuster quelque chose par les compléments alors qu'on pourrait le faire beaucoup plus simplement et souvent beaucoup moins cher par le biais de l'alimentation, d'une bonne nuit ou d'une bonne balade. Donc ça c'est ma vision personnelle. Enfin, je vous le dis aussi, je suis partenaire de NutriPure qui m'accompagne maintenant depuis, ça fait au moins 2 ans que je consomme les produits NutriPure. Donc j'ai testé beaucoup de marques et j'avais opté pour NutriPure. Et c'est vrai que maintenant, ils me soutiennent dans mes projets, mais j'avais commencé par acheter les premiers produits avant de devenir partenaire avec eux. Et c'est vrai que globalement, c'est la marque que je préfère sur tous ces produits-là. Si vous voulez les tester, vous bénéficiez de 10% sur votre première commande avec le code Hamsters. Et bien entendu, je vous mets un lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des doutes sur certains produits, s'il y a des choses qui vous posent question, n'hésitez pas. D'autant que je prépare un épisode ou 2 sur certains des produits spécifiques et certains des thématiques sur lesquelles vous m'avez questionné. Par exemple, la première question, c'est sur le magnésium. Je ferai un épisode spécifique sur le magnésium parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Donc moi je vais vous donner ma vision. D'ailleurs vous allez comprendre pourquoi je prends du magnésium. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il y a d'autres discours, il y a d'autres produits
Il y a beaucoup de choses à creuser aussi sur ces sujets-là. Et c'est pas si simple que ça par moment. Allez, bon, maintenant j'attaque directement donc par ces questions. J'en ai retenu 4 en fait, 4 grandes questions qui m'ont été posées. Et la première c'est Katsai43, le magnésium comme complément alimentaire, pour ou contre? Alors, je dois dire, moi je consomme du magnésium en complément alimentaire toute l'année. C'est peut-être même le seul complément que je prends à l'année. Avec la vitamine D, parce que c'est vrai que la vitamine D j'en prends globalement toute l'année, même si pendant l'été j'en prends un petit peu moins, mais j'en prends globalement du magnésium toute l'année. Et ça fait maintenant au moins 1 an que c'est le cas. C'est un minéral qui est vraiment indispensable, et c'est vrai que on a un petit peu de mal, un petit peu à jauger quand on pense magnésium comme ça, de dire mais à quoi il sert finalement. Et c'est vrai qu'en fait, il est impliqué dans plein de réactions. En fait, il serait impliqué dans 300 réactions enzymatiques avec des effets sur les muscles, le cœur, le cerveau, l'ossature, donc le squelette, la gestion du stress, du sommeil. Donc vous le trouvez dans plein d'endroits en fait, le magnésium dans les compléments. Quand vous regardez un petit peu, vous l'avez vous prenez du magnésium, j'ai envie de dire brut, enfin en tout cas des formes de magnésium où vous prenez que du magnésium. Et puis vous avez plein de produits où vous avez du magnésium qui est ajouté à l'intérieur. Pourquoi ? Justement parce que il est vraiment essentiel. Et on se rend compte en fait qu'une partie de la population n'atteint pas forcément les apports qui sont recommandés en magnésium. Et d'ailleurs, je vais vous en parler après, parce que je vais vous parler aussi des apports magnésium par l'eau par exemple. Vous avez des publicités à la télé qui ne vous disent pas de prendre des compléments alimentaires, mais qui vous disent de boire certaines eaux qui sont riches en magnésium, et qui finalement, on pourrait voir l'eau comme une sorte de complément alimentaire. En tout cas, l'argument marketing de certaines eaux, c'est de voir l'eau comme un complément alimentaire pour avoir les apports en magnésium. C'est le cas par exemple de Rosana. Si vous avez pu en tête la pub pour Rosana, si vous regardez une pub pour Rosana, vous allez vous rendre compte que c'est vendu finalement un peu comme un complément alimentaire riche en magnésium. Alors, ceux qui manquent de magnésium, globalement, certains symptômes, certains signes, c'est la fatigue qui peut être présente. Ça peut être le stress aussi, ça peut avoir des effets sur le stress. Certains disent que ça a un effet sur les crampes musculaires. Bon, c'est plus compliqué que ça, en tout cas sur les crampes à l'effort, on sait que c'est plus compliqué que ça. Par contre, sur les crampes nocturnes, je pense, en tout cas c'est mon sentiment, et là c'est à vérifier, que si vous avez des crampes nocturnes, et donc pas des crampes qui sont liées pendant l'effort, mais plutôt sur la partie récupération, je pense que ça a un effet qui est plus intéressant. Ou en tout cas ça joue, et en tout cas moi j'ai senti, fait un petit peu partie aussi des électrolytes, après des grosses journées d'entraînement. Les électrolytes, le magnésium, ça fait partie pour moi de ce qui est important pour la récupération, ce qui va aider à la récupération, ce qui va éviter notamment les crampes nocturnes. Après, la grande difficulté du magnésium aussi, c'est qu'il y a plusieurs formes de magnésium. Il y en a 5, 6, 7 peut-être formes de magnésium. Celle à préférer, on va dire que celle qui est considérée comme la meilleure forme en tout cas. Après, il y a 2-3 formes qui sont souvent combinées d'ailleurs dans les compléments, qui sont intéressantes, mais celle qui est généralement recommandée, la meilleure, c'est la bisglycinate, j'arrive jamais à le dire, qui est en fait la forme la plus populaire, celle que vous allez retrouver normalement le plus dans les compléments de bonne qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que c'est celle qui est mieux tolérée par l'organisme et celle qui limite les troubles digestifs. Parce que oui, le magnésium il y a une contrepartie quand on se complémente en magnésium, si on en prend trop, ce qui est valable aussi avec l'eau d'ailleurs, si vous buvez trop de magnésium sous forme d'eau, vous allez vous rendre compte aussi, c'est que sur le plan digestif, ça peut poser quelques problèmes, je vais en reparler après. Et c'est vrai que grosso modo, le bisglycinate est souvent considéré comme la meilleure forme. En tout cas, moi, sur les compléments alimentaires que je prends, quand je prends du magnésium, c'est vraiment cette forme-là. Elle est souvent mélangée avec d'autres formes, selon les formulations. Vous avez soit cette forme-là pure, soit vous avez 2-3 formes, et puis des fois qui sont ajoutées avec d'autres compléments, d'autres types d'apports dans le complément. Donc ça peut être, faut regarder un petit peu les différentes formes. En revanche, moi j'éviterais, et je l'évite en tout cas, le magnésium marin. Je pense que c'est pas une forme qui est si intéressante que ça, même si elle a des avantages. Elle est souvent, d'ailleurs pour ceux qui veulent une alimentation végétale, elle est souvent privilégiée parce que
elle vient de l'eau de mer. En fait, c'est une transformation de l'eau de mer, c'est de récupération du magnésium dans de l'eau de mer, je crois, grosso modo. Alors, je sais pas comment ça marche techniquement, mais c'est vrai que il y a l'assimilation peut être moins bonne, et puis il peut avoir un effet laxatif qui peut être plus important. Donc, allez plutôt sur le bicyglinate, notamment si vous cherchez un petit peu un effet anti-stress, parce que il y a de la glycine qui renforce un peu cet aspect-là. Donc allez plutôt sur cette forme-là. Et c'est vrai que moi personnellement, en tout cas, je ne prends pas de magnésium marin, je ne consomme pas de magnésium marin, et c'est une forme que je considère comme étant pas la plus intéressante de toutes. Dans le magnésium, les eaux peuvent être riches en magnésium. Il y en a certaines, je le répète, qui sont vendues vraiment sur cet aspect-là. Et c'est vrai que si vous voulez pas acheter des compléments alimentaires, de boire certaines eaux qui sont riches en magnésium peut être très intéressant. Alors les principales, les plus connues, c'est la Rosana. C'est aussi l'Épar. Voilà. Alors je sais pas si l'Épar est encore vendu. Il y avait un problème sur les sources Épar avec par rapport aux fabricants, par rapport aux réglementations et tout, mais je crois que l'Épar, en tout cas pour moi, est toujours vendu. Rosana, je vous dis, si vous prenez une bouteille de Rosana, vous regardez une bouteille de Rosana en magasin, vous avez l'étiquette marquée riche en magnésium. Et vous savez d'ailleurs, l'Épar est souvent indiqué pour des cas de constipation. Moi, c'était le cas pour ma fille, par exemple. On disait, des fois, mettre un peu d'Épar dans un biberon quand elle est constipée, ça peut l'aider. Justement parce que un des effets secondaires du magnésium, c'est l'effet laxatif quand on en prend trop. Et c'est vrai qu'il y a d'autres eaux qu'en du magnésium. Moi, je sais que quand j'étais à Vichy, je prenais par exemple de la Célestin, je prenais de la Saint-Cyr. Alors la Célestin, elle est robinet directement, vous pouvez la prendre. Si je buvais trop de ce type d'eau, si moi je bois trop de Rosana, par exemple, je sais que globalement, il y a un moment donné, j'aurais besoin d'aller aux toilettes. Donc ça peut être recherché par certains. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes consomment ces eaux-là. Mais si c'est pas votre volonté, faut savoir quand même qu'un surdosage en magnésium, c'est-à-dire de boire trop d'eau, prendre un dosage de compléments alimentaires trop important en magnésium, peut avoir cet effet-là. Sans parler que, en dehors de la diarrhée, il peut y avoir aussi des vomissements dans des cas qui sont plus graves, et puis des baisses de tension. Voilà, ça fait partie des points sur lesquels il faut faire un petit peu attention. Ça se dose pas si facilement que ça, c'est-à-dire que quand vous prenez par mesurer vos verres, faire des calculs et tout pour savoir la dose de magnésium que vous avez, mais si vous faites complément en magnésium plus boire beaucoup d'eau riche en magnésium, et que derrière vous avez des diarrhées, des maux de ventre, des choses comme ça, à mon avis c'est là qu'il faut aller chercher en fait la cause. Voilà, il faut faire attention à ça. Donc globalement, je suis pour la complémentation en magnésium. Je pense que c'est important. Je pense que il faut aller chercher dans notre alimentation globale les aliments qui sont riches en magnésium. Que si vous voulez pas acheter des compléments en magnésium, vous pouvez déjà commencer par les eaux. Ça fait partie, je pense, d'une premier axe qui est intéressant. Je ferai un épisode spécifique sur le magnésium quand même, parce que là il y a beaucoup d'autres choses à dire. En fait, sur le magnésium, j'ai des documents de recherche. Il y a 7, 8 pages, 9 pages d'éléments sur le magnésium, sur les sources, sur tous les apports. Donc je pense que ce sera intéressant de faire vraiment un épisode spécifique sur le magnésium, et peut-être que j'aurai un invité sur le sujet pour aller creuser le sujet du magnésium, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu controversé, parce que il y a différentes formes, que des fois il y a des compléments qui ont l'air intéressants au niveau du prix, mais qui finalement n'ont pas des bonnes formes de magnésium, donc qui finalement il est mal toléré, il apporte pas tant de magnésium que ça, et puis on se sent pas forcément très bien, voilà. Et donc on dit finalement il sert à rien, et puis c'est négatif, alors que ça peut venir de la forme du magnésium que l'on prend. Donc voilà, et il y a un repère. Je suis pour le magnésium globalement. Je pense qu'il faut faire attention à la forme et qu'il faut faire attention au dosage. Ensuite, Diane Pomme 63, la whey, pour ou contre? Alors, j'ai déjà fait des épisodes alors à la fois sur Sport Nutrition et à la fois sur Kilomètre 42, où j'ai expliqué que j'étais pour la whey, mais pas comme source d'alimentation principale.
C'est vraiment, là encore, je pense, un complément qui est intéressant, mais qui ne doit pas être la source de protéines essentielle. Je crois que d'abord, la première source à avoir dans tous les cas, c'est toujours ce qu'il y a dans notre assiette. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment le plus important. C'est ce qu'on met dans notre assiette qui est le plus important. Et en fait, il y a beaucoup de sources de protéines. J'ai fait beaucoup d'épisodes sur les protéines, avec les protéines animales, les protéines végétales. Donc, il y a plein de sources de protéines. Et c'est vrai que dans notre alimentation, il y a un double discours. C'est-à-dire que statistiquement, nous ne manquons pas de protéines dans notre alimentation. Si on prend les recommandations qui disent qu'il faut 0,8 g de protéines par gramme de poids de corps et tout, globalement, au niveau national, dans nos pays, nous ne manquons pas de protéines. Pourtant, au niveau individuel, le constat que je fais, parce que je l'ai fait chez moi, c'est que dans mon alimentation de base, je manque, moi, de protéines. Des fois pour arriver aux 0,8 g, mais surtout, c'est que cette recommandation de 0,8 g, en fait, c'est une recommandation pour maintenir un état de santé et une santé, on va dire, musculaire, à un âge adulte classique. Et on sait qu'en fait, à partir de 50 ans, on a une fonte musculaire qui s'accélère. Alors elle commence à 35 ans, mais elle s'accélère après 50 ans, et puis elle s'accélère au fil des ans. Et que pour maintenir le muscle, il faut le faire fonctionner, mais il faut aussi lui apporter plus de protéines. Et donc là, le quota de protéines il augmente. Quand on est sportif aussi, quand on veut prendre du muscle, quand on veut réparer les muscles et tout, on a besoin aussi de plus de protéines. Et là, on est sur des quantités de protéines, on n'est plus à 0,8 g. On monte à 1,2, 1,6, voire plus pour ceux qui veulent faire de la musculation. Alors, j'ai fait un épisode dans lequel j'expliquais que pour l'instant, mis à part pour des personnes qui ont des problèmes rénaux, on n'a pas de problématique à manger plus de protéines, contrairement à ce qui était pensé à une époque, à ce qu'on pensait à une époque. Ça pose pas vraiment de problème de santé d'en manger plus. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut en manger de manière illimitée, parce que déjà à l'état de la recherche, il faut toujours avoir une certaine méfiance, je pense. Peut-être qu'on découvrira des choses dans quelques années, peut-être que l'utilisation par de plus en plus de personnes de la whey montrera qu'il y a quand même des limites. Et puis notre corps, au bout d'un moment, il faut qu'il synthétise, il faut qu'il utilise. C'est-à-dire que si on lui en donne beaucoup, mais que c'est pas trop quoi en faire, je pense qu'à un moment donné, ça ne sert pas à grand chose non plus. Donc c'est pas la peine d'aller prendre 3-4 grammes par kilo de poids de corps de protéines. En plus, le coût sera important. Et puis, bien sûr, c'est aussi des calories, les protéines. Faut pas oublier que c'est aussi des protéines. Et que si vous mangez beaucoup de protéines dans votre alimentation, et que vous voulez en plus avoir une alimentation globale avec toutes les autres familles d'ingrédients, vous pouvez avoir beaucoup de calories qui viennent en fait de ces protéines. On s'en rend pas compte en fait, mais 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc voilà, ça fait partie en fait des sources de calories. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à avoir dans son alimentation un équilibre intéressant entre l'apport de protéines minimum par rapport à sa santé, 0,8 g, par rapport à sa volonté de construire du muscle, à la volonté de ne pas avoir fonte musculaire. Donc moi je monterai facilement 1,2, 1,6 g, et que quand on fait ça, on se rend compte que par l'alimentation du quotidien, des fois on a du mal. Pourquoi ? Ça peut être des personnes qui, par exemple, ne prennent pas de petit déjeuner. Quand on ne prend pas de petit déjeuner, on se prive, par exemple, d'une source de protéines le matin, qui serait par exemple de prendre du fromage blanc, du skyr, des petits suisses. Ce matin, petit déjeuner, c'était petits suisses pour moi. Donc ça fait quelques grammes de protéines. Souvent, je prends des œufs. Prendre 2 œufs au petit déjeuner, ça fait quelques grammes de protéines. Prendre des amandes, des oléagineux, prendre de la purée d'oléagineux, purée de cacahuètes, purée d'amandes, ce sont des protéines. Donc sur mon petit déjeuner, déjà, j'ai des protéines. Pour ça d'ailleurs que j'ai mon programme petit déjeuner express dans lequel je donne des pistes pour ajouter des protéines dans un petit déjeuner. Mais pour moi, le petit déjeuner fait partie en fait des moments où on peut prendre des protéines. On peut dire que globalement, on pourrait essayer d'avoir entre 20 et 30 grammes de protéines par repas dans chacun de ces repas de la journée. Ça peut être à peu près une base, après à ajuster en fonction de votre poids et de vos objectifs. Le petit déjeuner fait partie des moments où on peut avoir justement des protéines. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui n'aiment pas trop la viande, par exemple. C'est-à-dire que je mets de côté l'aspect je veux être végétarien, par exemple, où là vous faites un choix de ne pas manger de viande. Mais je connais des personnes qui mangent de la viande, mais en fait qui n'en mangent pas beaucoup, qui sont vite rassasiées, ou alors qui pour des raisons de prix vont se limiter, ou alors au bout d'un moment,
un blanc de poulet, voilà, un petit bout de blanc de poulet, ça leur suffit, ils n'ont pas plus d'appétit pour en manger trop, ou pour en manger plus, et donc ont finalement ce sentiment de manger des protéines dans leur alimentation, mais si on pèse un petit peu la quantité, on se rend compte que ça n'est pas tant de protéines que ça. Je vais vous donner un exemple, ce que j'ai en coaching par exemple, des personnes qui achètent des blancs de poulet, et quand je leur demande combien de blancs de poulet ils mangent sur un repas, ils vont dire, nous on prend un blanc de poulet, on se le coupe en deux. D'accord, bon, qu'un blanc de poulet, on va dire, si on le pèse, alors, on va dire en moyenne, un blanc de poulet va faire 120, 130 grammes, peut-être, allez, on va dire même 560 grammes, disons à peu près. Si se coupe en deux, ça fait 80 grammes de poulet par personne. Il faut savoir que le poulet, on est à peu près à 20% à peu près de protéines, hein, grosso modo. Donc ça veut dire que si vous mangez 80 grammes de poulet, vous n'avez pas 80 grammes de protéines, vous avez peut-être 15 grammes de protéines au grand maximum. Alors après, ça va dépendre de comment l'alimentation va être complétée, s'il y a du fromage, s'il y a d'autres choses. Mais en fait, on se rend compte que pour des personnes qui devraient manger par exemple 30 grammes de protéines sur un repas, finalement, en pensant manger leurs protéines comme ça, parce qu'elles ne connaissent pas le poids de poulet qu'elles mangent, parce qu'elles n'ont pas à peu près mesuré combien ça fait, se retrouvent à ne pas manger assez de protéines. Et pourtant, elles font bien les choses, en apparence. Donc, dans ces cadres-là, quand on analyse un petit peu les choses, on se rend compte que des fois, la whey peut être un point intéressant parce que ça apporte un dosage de protéines qu'on est capable de mesurer, qui est facile à préparer, qui se conserve globalement bien parce que votre sachet de protéines, vous le fermez bien et tout. Et puis quand vous en avez besoin, vous l'utilisez, vous pouvez le garder comme ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous êtes capable de mesurer exactement, savoir de dire, là je prends un shaker de protéines, je sais que je suis exactement à 20 grammes ou 30 grammes de protéines. Et puis vous pouvez le prendre en milkshake, donc le mélanger avec des fruits. Alors moi j'aime bien avec la banane et du beurre cacahuète, il y en a qui aiment bien avec des fruits rouges. Et le fait de pouvoir le prendre en fait en protéines liquides fait que des fois ça passe mieux que dans des repas. Donc par exemple faire un milkshake en collation du matin ou en petit déjeuner ou en collation d'après-midi au goûter, pour des personnes des fois ça peut être intéressant pour prendre en fait une dose de protéines de manière plus facile. Parce que c'est plus simple de le consommer comme ça, parce que par rapport à la satiété, par rapport aux envies, par rapport au goût et tout, c'est plus simple de la consommer de cette manière-là. Donc, je suis globalement pour la whey dans un apport en fait qui est contrôlé, qui vient en complément d'un manque de protéines qui pourrait arriver. En revanche, je suis contre ceux qui considèrent qu'en fait ils pourraient prendre toutes leurs protéines par de la whey. Parce que là, on rate une étape quand même, on rate une étape déjà des apports, des sources de protéines qu'on peut avoir, que ce soit des protéines animales ou végétales, ça apporte aussi des fibres, ça apporte aussi des minéraux, ça apporte aussi de la mastication, de la satiété, ça peut aussi nourrir le microbiote selon les formes de protéines que vous allez prendre. Et donc si on prend que de la whey, en fait on rate une étape, on rate les apports, c'est-à-dire qu'on est là dans une vision de dire j'ai mes protéines, mais on le rate en fait l'apport de l'aliment dans sa globalité. On rate l'effet matrice de l'aliment. Et donc là, je suis contre se dire je vais prendre toutes mes protéines par de la whey. Certains pourraient tenter de le faire. Là-dessus, je suis totalement contre. Après, je crois aussi qu'il y a un dernier élément qui est important, c'est est-ce que vous la tolérez bien, quelle est la digestion, le goût aussi. Il y a des personnes qui n'aiment pas le goût de la whey, pour ça d'ailleurs il y a des variations, par exemple il y a de la clear whey, alors qui ressemble plus à de la boisson, donc l'été il y a des personnes qui vont prendre de la clear whey. Quand on regarde un petit peu, le problème de la clear whey, c'est que souvent elle est parfumée et sucrée, donc il y a du sucre qui est ajouté, donc il faut regarder un petit peu les quantités qui sont ajoutées, parce que des fois ça peut faire beaucoup de sucre. Alors si vous prenez ça dans le cadre d'une alimentation sportive, ou dans lequel vous faites du sport à côté, ce n'est pas vraiment un problème, mais si vous prenez ça dans un cadre plus sédentaire, là par contre ça peut poser des problèmes parce qu'on ne se rend pas trop compte de la quantité de sucre qui peut être mangé comme ça et par rapport aux dépenses qu'on peut avoir. Donc pour moi, je dis la whey, je suis pour, mais vraiment dans un sens où ça vient complémenter, où on est capable de mesurer. Donc je pense que la première démarche est de mesurer combien de protéines vous prenez dans une journée, à quel moment, et à quel moment en fait vous pourriez en avoir besoin pour monter votre niveau de protéines qui serait idéal par rapport à votre santé, par rapport à vos objectifs musculaires, par rapport à la lutte contre la sarcopénie, donc la fonte musculaire et autres. Ensuite, une question de Célina Clos. Pour ou contre les barres protéinées mais ultra transformées? Alors là aussi, on est un peu dans la même problématique en fait. Enfin, c'est exactement pour moi le même apport que la whey.
C'est-à-dire que la whey a un côté pratique, c'est qu'on peut la consommer à tout moment, facilement, on peut la conserver facilement. Alors la whey, il faut mettre de l'eau. Les barres protéinées ont l'avantage qu'elles se consomment comme ça sans eau. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une barre protéinée dans un sac et vous dire à tout moment, je peux prendre 20 grammes de protéines par ma barre protéinée. Ça, c'est le gros avantage. Maintenant, je pense qu'il faut faire très attention à la composition des barres protéinées parce que certaines ne sont pas que protéinées, elles sont aussi extrêmement sucrées. Et là, il peut y avoir un gros piège. J'ai vu par exemple dans le commerce des barres qui étaient très grasses, qui a un goût, mais alors vraiment où l'argument protéine est marqué dessus, mais où finalement ça reste avant tout une confiserie. Hein. Ce n'est pas une barre santé, hein, c'est vraiment une confiserie. C'est-à-dire que l'ingrédient principal, quand on regarde, ça peut être le sucre, ça peut être le gras. Après, oui, il y a la protéine. Alors des fois, ça peut être de la cacahuète, ça peut être différents apports de protéines qui sont à l'intérieur. Mais quand on regarde la composition de certaines barres, il y a du chocolat, elles vont être fondantes. Et en fait, on a plutôt l'impression de manger une barre du commerce classique. D'ailleurs, pour tout vous dire, certaines barres du commerce classique, hein, je parle, vous savez, des barres type Mars et compagnie, ont des versions protéinées. Et même des versions protéinées que des fois vous trouvez en parapharmacie. En tout cas, dans certains pays, dans certaines parapharmacies, vous pouvez trouver des Mars, des équivalents de Mars et autres, qui sont protéinés, mais qui restent finalement la confiserie, dans laquelle on a ajouté de la protéine. Donc je reviens, j'en ai parlé dans un épisode récent sur tous ces produits dans lesquels on ajoute des protéines, dans lesquels on les vend avec l'argument protéiné, hein, j'ai parlé du fromage, j'ai parlé d'autres éléments. Bon, bah là on retrouve en fait exactement cette même logique sur des confiseries. Et en fait certaines barres se disent protéinées, se disent santé, mais quand on regarde la composition, elles ont une composition qui est quasiment identique à celle de confiserie. Et elles ont un goût aussi qui est très confiserie. Donc elles ont un avantage, ces barres, par rapport à l'apport de protéines. On peut avoir un apport de protéines qui est intéressant par ces barres-là. Mais attention à la composition. Certaines compositions sont très sucrées, sont très caloriques, sont très grasses. Donc ça, c'est pas terrible. Elles ont aussi des textures qui sont un petit peu molles pour certaines. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on les avale un petit peu tout rond. Et donc on les avale vraiment comme de la friandise. Et c'est là le côté ultra transformé. La problématique de ces barres ultra transformées, elle est là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des barres qui sont des confiseries qu'on va manger, qu'on va un peu gloutonner comme ça assez facilement. Et d'ailleurs je sais, parce que j'ai eu des témoignages, je sais que j'ai des personnes qui m'en disent, qui disent ah ben moi cette barre là quand j'en mange, je vais en manger 2-3 dans ma journée. Si vous ne faites pas de sport à côté, si vous êtes un petit peu sédentaire, vous aurez des protéines par ce biais-là. Mais vous aurez tellement de sucre, qu'en fait, tous les bénéfices que vous pourriez avoir peuvent être effacés par le fait que ce que vous pensez être un produit sain parce qu'il est protéiné n'est pas si sain que ça, parce qu'en fait, c'est d'abord une confiserie. Donc je crois qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir quelle est la texture de la barre, quelle est la composition exacte. Et quand je parle de texture, c'est important parce que moi, je consomme des barres protéinées. J'en ai toujours dans mon sac de temps en temps, quand j'ai par exemple pas le temps de prendre un petit déjeuner, ce qui est très rare. Mais j'ai eu des fois où par exemple j'étais un peu limite sur le petit déjeuner, je prends un petit déjeuner rapidement. J'ai toujours une barre dans mon sac au cas où. Quand je vais courir, j'ai toujours une barre sur moi, si je pars à jeun, si je prends une longue distance ou des choses comme ça. Donc j'ai toujours une barre dans mon sac, j'ai toujours des barres aussi sur mon vélo, comme ça. Mais en fait, j'ai des barres qui ont des textures qui se mâchent. Ça met du temps en fait pour les manger. C'est-à-dire que vous n'allez pas les avaler tout rond. Ce sont des barres qui se mâchent, qui ont une certaine texture. C'est pour ça qu'il y en a, par exemple, qui ont même certaines ont de la date, par exemple, donc avec beaucoup de fibres tout dedans, qui sont intéressantes pour la satiété. Et j'évite certaines barres qui sont... vous savez, en plus, elles sont, j'ai envie de dire, elles sont vendues au même endroit que les autres. Hein. C'est-à-dire que si vous allez, l'autre jour on était avec ma femme avec ma fille, on était dans un magasin type Carrefour. Et en fait, à la caisse, il y avait devant nous des M&M's, il y avait devant nous des Mars, il y avait devant nous des Twix, et il y avait devant nous, juste au-dessus, des barres protéinées, donc qui sont vendues sur l'aspect. Alors là, j'ai la barre sucrée, confiserie, et puis au-dessus, j'ai une barre qui est plus saine parce qu'elle est protéinée. Quand on regarde la composition, quand on regarde les apports, oui, elle a plus de protéines, mais globalement, elle a autant de sucre. Et elle a peut-être même plus de calories, globalement, quand on prend. Donc il faut que ça reste un aliment qui dépanne, qui apporte de la protéine de temps en temps. Je sais, par exemple, on avait parlé par exemple avec ma sœur, qui, elle, il y a certaines barres, et notamment les barres que moi je prends, donc là c'est des barres NutriPure, moi j'adore par exemple la Coco Vanille, qui pour elle va remplacer un petit déjeuner quand elle n'a pas envie de petit déjeuner. Elle va le mettre en collation, donc elle aura une quantité de protéines qui va passer par là.
Mais ce qui est important, c'est de prendre le temps de la mâcher, c'est de pas l'avaler tout rond, c'est pas d'en manger 3 ou 4 en fait. C'est vraiment de se dire, une barre, ça suffit, et puis c'est qu'est-ce que je mange à côté. On en revient toujours sur cette même logique-là. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi, c'est d'avoir cette logique-là, de dire que la barre est un outil qui est pratique. C'est comme la whey, c'est un outil qui est pratique pour apporter des protéines dans des cadres où d'ailleurs c'est pas forcément facile des fois d'en avoir. Vous baladez avec un shaker pour faire votre whey, c'est pas déjà des fois c'est mal vu si vous faites ça au bureau, les gens peuvent vous regarder un peu bizarrement, ils peuvent avoir l'impression de se dire mais c'est quoi cette poudre que tu prends, t'es dopé, ça crée plein de discussions, alors que votre barre elle est beaucoup plus discrète. Vous pouvez vous déplacer plus facilement, vous pouvez en laisser dans vos sacs plus facilement, que ce soit un sac de sport, votre sac à dos, de travail ou quoi que ce soit. Donc je pense que la barre est très intéressante, mais il ne faut pas rater la vision d'une chose qui est importante, c'est que la barre ne doit pas être considérée comme une confiserie qu'on va manger, comme ça on va manger 2-3. Enfin, il faut vraiment la voir comme étant un apport potentiel pour compléter votre alimentation, et pas comme étant quelque chose qui est systématiquement votre alimentation. Et surtout, il ne faut pas rater la vision des choses, c'est que certaines barres, elles sont marquées protéinées, mais elles sont effectivement ultra transformées. Effectivement, elles ont des textures qui sont très molles, qui ne se mâchent pas, qui s'avalent tout rond, donc qui ne sont pas bonnes pour la satiété, parce que finalement, quand on les mâche pas, quand il n'y a pas besoin de les mâcher, qu'elles fondent comme ça, c'est vraiment un élément, un marqueur de l'ultra transformation. Elles sont très sucrées, là aussi, c'est un autre marqueur de l'ultra-transformation. Et donc, quelque part, en fait, elles ont beau avoir l'étiquette protéines, elles restent, en fait, des confiseries. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point qui est essentiel. Il ne faut pas perdre de vue ce point-là. C'est vraiment essentiel de se rappeler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment regarder la composition. Et je suis pour un apport potentiel régulier dessus. D'ailleurs, il y en a aussi maintenant avec du collagène, par exemple, qui sont intéressants parce que peut-être vous n'aimez pas consommer du collagène, on vous a parlé du collagène, alors là aussi, il faudrait faire un épisode complet sur le collagène, mais c'est ce que je vais préparer un jour. Le collagène, c'est très décrié, c'est très étudié aussi, donc là, il y a vraiment des choses sur le collagène où il y en a beaucoup à dire. Il y a eu des articles qui ont descendu le collagène, je pense à un article de l'UFC Que Choisir. Il y a des études qui sont plus en faveur du collagène, chacun a un petit peu sa position dessus, donc c'est un peu compliqué et je ne répondrai pas sur cet épisode-là, là-dessus, parce que je pense que c'est un sujet qui est beaucoup trop compliqué. Mais ce qui est certain, quand même, ce qu'il ne faut pas rater, en fait, c'est que quand on regarde notre alimentation, ces produits-là, que ce soit des barres protéines, des barres collagènes, que ce soit la whey, mais c'est le magnésium et autres, il faut d'abord se demander quel est notre besoin réel, qu'est-ce qu'on apporte par notre alimentation, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux dans notre alimentation, et comment, une fois qu'on a fait mieux dans notre alimentation, dans notre mode de vie, parce que par exemple je parlais du magnésium est intéressant pour le stress, mais quelque chose qui est intéressant pour le stress aussi, c'est de faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est de la respiration, ça prend quelques minutes par jour, et même une respiration profonde ventrale, par exemple, ne coûtera rien, à part elle va vous prendre 1 minute par jour, ou 2 minutes par jour, ou 3 fois 1 minute par jour peut-être. La cohérence cardiaque, ça prendra quoi, 15 minutes dans la journée, ça ne vous coûte rien, et pourtant les bénéfices sur le stress sont démontrés aussi. Donc je pense qu'il faut d'abord agir par un mode de vie global. Et dans ce mode de vie global, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que la partie nutrition, il y a la partie mouvement, il y a la partie sommeil, il y a la partie aussi idée dans le mental, tout ce qui est la gestion du stress passe aussi par là. Mais c'est vrai que les compléments peuvent venir aider. Le magnésium peut venir soutenir en fait des actions que l'on fait pour faire mieux fonctionner notre corps, pour mieux gérer notre stress. C'est pour ça que moi d'ailleurs, ça fait partie en fait de pourquoi j'en consomme en fait. C'est-à-dire que j'en consomme à travers les os qui sont riches en calcium, j'en consomme à travers mon alimentation en essayant d'avoir du magnésium par mon alimentation. Pour ça je ferai un épisode spécifique pour repositionner un petit peu les choses. J'ai fait un épisode un jour sur le chocolat pour dire que non, le chocolat n'est pas une source de magnésium qui est suffisante. C'est-à-dire que de manger 1 ou 2 carrés de chocolat n'apporte pas le magnésium, même si c'est un argument de gourmand que j'ai beaucoup utilisé, ne l'apporte pas. Mais que par moment, oui, les compléments peuvent être intéressants. Et je pense qu'après, ces produits-là, il faut avoir un choix dans ces produits en se disant, il y a des produits qui sont intéressants, qui sont attirants, qui ont un côté gourmand et tout qui m'attire, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs choix. Enfin, dernière question, Freddy 2B, Freddy 2B, je sais pas comment on dit,
Les BCAA pendant la séance. Alors là, là on tombe sur une grande question. C'est une question qui a agité mon cerveau pendant des années en fait. Je vais vraiment dire un truc, c'est que pendant des années, mon cerveau a été vraiment matrixé par cette question-là et je n'ai jamais eu la réponse en fait. Jusqu'à récemment, je n'ai pas vraiment eu la réponse. Je vais vous expliquer l'histoire. Quand je me suis remis à faire du sport, je me suis inscrit dans un club, association avec du fitboxing, du HIIT, et le coach, le coach a 68 ans, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, et gros muscles, des abdos, il a une souplesse qui est hallucinante, il est en pleine forme, pleine patate, il porte du poids lourd et tout, enfin vraiment le modèle en fait que j'aimerais bien physique. Alors avoir ses muscles, ça me semble une mission un peu impossible, d'où je pars, parce qu'il a un passif dans les sports de combat, dans la musculation qui est très ancien. Mais en tout cas pour moi c'était une personne que je vois vraiment comme un modèle. Et c'est une personne qui a beaucoup étudié les sujets. Et un jour on en discute comme ça, je parle un peu de la récupération, de ce que je devais faire et tout. C'était vraiment il y a 7-8 ans à peu près. Et je lui parle de ça, et il me dit tu devrais prendre des BCA. Il dit pendant la séance, prends des BCA. J'ai telle personne que j'accompagnais, elle a pris des BCA pendant ses courses et tout, ça lui a changé sa vie, c'est tellement, tout était tellement mieux et tout, etc. Ok, à partir de là, je me suis dit les BCA, ça semble intéressant, et j'ai cette validation par un expert et par quelqu'un qui a des résultats en fait. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, les BCA étaient totalement validé en fait par son expertise, par ce que je voyais comme expertise. Et donc les BCA, ce sont des formes d'acides aminés. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit est-ce que je dois en prendre, est-ce que je vais tester, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux prendre comme BCA et tout, à quel moment les prendre, comment les prendre, quels sont les apports. Et j'avoue que tout ce que il m'avait dit sur les BCA, en fait. Je me suis dit, je vois pas trop l'utilisation, je vois pas trop l'utilité, je vois pas trop ce que ça change. Lui il me disait oui, telle personne en a pris pendant ses courses et tout, elle sentait beaucoup mieux après. Moi, si je prends des BCA, alors déjà pendant un footing, je considère que quand on court d'une heure, on n'a pas besoin de s'alimenter pendant sa séance d'une heure. Quand on fait des sorties longues, j'ai essayé de prendre, je me suis dit, je vois pas trop de changement et tout. Je me suis dit, peut-être que pour l'aspect musculaire, prise de muscle et tout, peut y avoir un intérêt. Enfin, dans le milieu muscu, on parlait beaucoup de ça et tout, donc j'ai un peu creusé le truc. Et moi, en fait, à chaque fois que j'ai toutes mes expériences, je me suis dit, franchement, j'arrive pas à juger le truc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me faire un avis sur les BCA, jusqu'au moment, en fait, où j'ai un peu essayé d'étudier un peu le truc, et en me disant, finalement, ces fameux acides aminés, et globalement les protéines. Donc les protéines, les acides aminés sont les composants des protéines, ils sont assemblés de différentes manières, ça donne des protéines différentes. J'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps où j'avais expliqué qu'en fait, dans les protéines, dans l'apport de protéines, en fait, c'est vrai que quand on court, on entend beaucoup parler de la fenêtre métabolique, c'est-à-dire de dire à la fin de ma séance, je prends j'ai pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je peux manger tout ce que je veux, ça va nourrir mon corps, je peux manger du sucre, je peux manger tout, je refais les pleins et tout, et notamment on sait que c'est important pour le glycogène, la récupération et tout. Et donc on avait dans cette logique-là de dire, je vais prendre aussi, pendant cette période-là, je vais prendre aussi des protéines. Parce que dans cette fenêtre métabolique, les protéines sont intéressantes pour moi, pour que le muscle se reconstruise. Et après, en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, la fenêtre métabolique est une réalité qui existe, mais la fenêtre anabolique, c'est-à-dire cette fenêtre de construction du muscle après l'effort, en fait, elle n'est pas aussi courte que la métabolique, dans laquelle on a besoin de refaire plein d'énergie rapidement, mais que la fenêtre anabolique est beaucoup plus longue. Et qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de prendre des protéines juste pendant la séance ou juste après la séance, c'est de prendre des protéines, en fait, dans son alimentation globale, on va dire, dans sa journée globalement, d'avoir son apport en protéines dans sa journée. Et donc, si on en prend dans un repas qui est plus tard, globalement, ça ne change pas grand-chose, ça enlève pas des effets, ou en prendre pendant la séance ne change pas grand-chose. En tout cas, sur des séances courtes, type footing, sortie longue, musculation, quoi que ce soit. Et là, ça change un peu toutes les choses. C'est-à-dire de se dire que finalement, est-ce que j'ai besoin de prendre ma whey, est-ce que j'ai besoin de prendre des BCA directement pendant ma séance? Et la réponse, sur le plan physiologique, je dirais qu'elle est
je dis pas, ça n'a pas vraiment un intérêt. En revanche, il y a un truc dans lequel c'est vrai aussi à l'inverse, c'est que pour certaines personnes, le fait de le faire comme ça leur permet d'avoir une routine de prise de protéines et de prise de BCA. Alors moi, sur les bénéfices des BCA, pour moi, je me dis par l'alimentation globale, etc. et par les différents compléments alimentaires, parce que j'ai des compléments alimentaires dans lesquels il y a des BCA. Et donc, dans les formules de récup, par exemple, dans les produits de récup et tout tels que j'utilise, il y a des BCA dans certains. Et donc, je les prends toujours après. Et le pendant, en fait, pour moi, sur la plupart des cas, ne sert pas à grand chose. Après, ça peut changer sur des personnes qui vont faire de l'ultra trail, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain nombre d'heures d'effort, l'apport de protéines va limiter la fatigue, va donner de la clarté mentale. On avait parlé, il y a des épisodes très anciens, on avait parlé sur l'alpinisme aussi, pourquoi il était important de manger des protéines quand il fait froid. On avait parlé aussi de l'importance de manger des protéines sur des efforts très longs. Voilà, mais sur des efforts courts, pas vraiment. Sur une séance de musculation, pas vraiment, parce que la fenêtre anabolique, elle est présente. Finalement, ça existe, mais elle est plus longue que ce que l'on pense. La destruction du muscle serait limitée si on prend des protéines assez rapidement après sa séance. Donc la destruction du muscle, elle est naturelle en fait. C'est-à-dire qu'il y a un muscle qui se détruit et à la place on va reconstruire du muscle plus fort. Donc ce phénomène-là serait limité, le catabolisme serait limité par le fait de prendre des protéines assez rapidement après la séance. Mais le fait d'en prendre pendant la séance, en soi, n'a pas un bénéfice énormissime. En revanche, où là pour moi ça peut être intéressant, c'est qu'en fait ça peut être une question d'habitude. Et je l'ai dit parce qu'il y a des personnes qui disent ils viennent avec leur shaker dans les salles de muscu, ils font les mains avec les shakers en prenant ça et tout. Ça fait partie de la tiraille en fait du gars qui un peu muscu. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a des personnes qui ne pensent pas à l'alimentation de manière habituelle, classique, routine, qui vont la négliger parce que c'est pas dans leur quotidien, c'est pas dans leur connaissance, c'est pas dans les habitudes qu'ils ont et tout. Et le fait, pour moi, si, Freddy, c'est ton cas, le fait pour moi de dire, je me fais un shaker de protéines avec des BCA, et je sais que je le prends pendant ma séance, et comme ça, je suis sûr de le prendre, et pendant ma séance, je prends ça, si ça te permet d'avoir ton apport en protéines, si ça te permet d'avoir un apport en BCA, si tu te sens bien, si dedans, tu peux avoir des apports de glucides, des trucs comme ça, même si, sur le plan physiologique, fenêtre métabolique, fenêtre anabolique, glycogène, tout ce que l'on veut, ça n'a aucun intérêt. Si l'intérêt, c'est que ça te permet d'avoir ta quantité de protéines minimum dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs, si ça te garantit que tu les as, c'est-à-dire si tu te dis, à chaque fois que je fais ma séance de sport, ma séance de muscu, je prends des BCA, et comme ça tu sais que tu as tes BCA et que tu es sûr de les avoir, et alors c'est un intérêt. Et c'est là où, en fait, j'ai changé d'avis là-dessus. C'est-à-dire de dire que peut-être sur le plan de la physiologie, peut-être sur le plan du fonctionnement du corps humain, ça n'a peut-être pas un sens qui est si important que ça, mais sur le plan des habitudes et des routines, c'est-à-dire que si tu te dis, je vais faire ma séance de sport, je prends pendant ma séance de muscu par exemple des BCAA, et que ça devient une routine, c'est-à-dire que tu ancres la prise d'aliments qui te permettent de construire du muscle et de bien récupérer avec ta séance de sport, alors c'est bénéfique. Et c'est ce que j'appelle, moi, le déclic, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre d'installer une routine. Et la routine, c'est quoi ? C'est de dire, dans mon quotidien, comment je vais installer beaucoup plus facilement certaines habitudes qui sont bénéfiques pour les résultats que je recherche. Mais ça pourrait être à d'autres moments. Ça pourrait être de dire, le matin, je me lève, je prends un petit déjeuner, je fais ça. Le midi, je prends ça, etc. Mais ça peut être lié à ta séance de sport. De dire, pendant ma séance de sport, je prends un shaker avec des protéines, des BCA et tout. Et comme ça, j'ai ma quantité de BCA et de protéines. Et ça m'aide à la construction musculaire. Et dans ce cadre-là, si ça t'aide dans ce sens-là et que c'est le moyen pour toi de ne pas oublier de prendre ta dose de protéines qui te permet d'atteindre tes objectifs, alors je suis pour. Mais je ne suis pas spécifiquement pour les BCA en disant il faut absolument prendre des BCA, ça changera tout. Je ne suis pas pour en prendre systématiquement pendant la séance en disant c'est tout ce qui va changer. Mais si par contre ça te permet d'éviter d'oublier de les prendre, si ça te permet d'avoir la bonne quantité de protéines qu'il te faut pour tes objectifs sportifs,
alors je suis pour. Et c'est pour ça que je critique pas, moi, les personnes qui disent je vais à la salle de sport, je me fais un shaker avec de la whey dedans. Parce que dans ce cas-là, en fait, ils sont sûrs d'avoir leur shaker, de le consommer pendant la séance. Ils sont sûrs, comme ça, ils sont sûrs d'avoir leur séance, leur quantité de protéines. Alors que des personnes ne vont peut-être pas le faire. Et puis quand elles rentrent chez elles, en fait, elles prennent pas, elles mangent pas, elles font pas attention à ce qu'elles mangent, ou alors elles ont faim, donc elles vont craquer, elles vont aller chercher un truc au McDo, ou manger une pizza ou je sais pas quoi. Et donc elles vont faire peut-être les mêmes efforts physiques, mais parce qu'elles n'ont pas anticipé, parce qu'elles n'ont pas relié, parce qu'elles n'ont pas routinisé, je sais pas si on pourrait le dire, en tout cas vous avez compris le principe, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas inscrit dans leurs habitudes, qu'elles n'ont pas relié dans leurs habitudes cette logique-là de dire je prends, quand je fais une séance de musculation, quand je fais une séance de sport au sens global, et dans ma journée je fais attention à manger assez de protéines, parce qu'elles ne l'ont pas fait, parce qu'elles ne l'ont pas instauré, parce qu'elles ne l'ont pas surveillé, vont avoir des fois par des effets collatéraux de la faim, de la fatigue, de tout un tas de raisons, d'aller vers des aliments qui sont pas forcément plutôt sains. Et y compris d'ailleurs de se taper 2-3 barres de ces fameuses barres protéinées qui sont des collations, qui sont des confiseries déguisées sous le concept de collation. Et donc c'est là où je dis, il faut séparer parfois, des fois, l'apport que ça peut avoir sur le plan purement de la physiologie, du fonctionnement du corps, et de ce qui relève de l'habitude et de la routine. Si vous avez du mal dans votre quotidien à manger suffisamment de protéines, si vous avez du mal à avoir une alimentation structurée qui vous permet de manger suffisamment de protéines, d'avoir suffisamment de magnésium, suffisamment de... mais ça va valable pour le collagène, c'est valable pour les BCAA et tout. Si dans votre quotidien vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir recours à certains de ces produits-là en vous disant qu'en plus leur facilité de consommation vous permet de la relier directement à votre pratique. Ce qui pourrait être par exemple de dire, je prends par exemple une barre protéinée, je la mets dans mon sac, quand je sors de la salle de sport ou quand j'ai fini l'entraînement, je croque petit à petit dans ma barre protéinée. Et ça, si vous faites ça, et que c'est votre moyen pour vous d'associer l'action de manger des protéines, manger, des BCAA ou n'importe quel apport, et que ça vous permet de le faire systématiquement, et je pense que les bénéfices, même s'ils ne sont pas sur le plan physiologique aussi nets que ça, globalement, les apports seront intéressants, parce qu'en fait, vous allez, par ce biais-là, avoir les quantités de protéines dont vous avez besoin. Vous allez avoir les quantités de magnésium dont vous aurez besoin. Vous allez avoir la quantité peut-être de collagène dont vous avez besoin, si vous n'avez pas par une alimentation plus classique. Et le fait de relier séance de sport plus derrière, je prends par exemple un shaker de whey, séance de sport, je prends une barre comme ça parce que c'est facile à faire, peut vous faciliter la vie et peut en fait installer une habitude intéressante pour votre corps qui est d'avoir la bonne quantité d'apport en protéines. Donc c'est pour ça que des fois, je pense qu'il est intéressant de dissocier le fonctionnement purement physiologique, fonctionnement du corps, et le côté habitude, parce que dans la nutrition, dans la forme au sens global, ce qui est important, c'est les habitudes. L'habitude avec Sam, c'est un élément qui est tellement important, et c'est pour ça que dans Samy, j'ai beaucoup d'éléments sur tout ce qui est habitude, tout ce qui est les routines. C'est-à-dire qu'il faut avoir des routines pour dire, je bouge tous les jours, je mange tous les aliments qu'il me faut, et le plus variés possible pour avoir toutes les familles d'ingrédients, d'aliments qu'il me faut, macronutriments, micronutriments. Je dors suffisamment aussi parce que j'en ai besoin. Et à partir de là, si j'installe ça comme habitude, déjà j'ai des grands bénéfices. Et puis derrière, ça peut s'optimiser par des compléments, par des suppléments et par d'autres stratégies. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère en tout cas que vous aurez des clés pour ceux qui ont posé des questions, puis même pour ceux qui n'ont pas posé des questions, mais qui se posaient probablement les questions. J'ai d'autres questions qui ont été posées, notamment sur le jeûne intermittent, sur le Nutella, sur d'autres choses. Donc j'en parlerai soit dans Sport Nutrition, soit dans Retrouve la forme, soit dans Kilomètre 42, sur les formats estivaux, même sur la rentrée, je continuerai à faire ça. Je vais continuer à faire des épisodes aussi en mobilité, des épisodes type viens marcher avec moi, parce que pour moi en plus ça me permet aussi de faire plus de pas, de marcher plus. Ensemble nous venons de marcher 4 km, 5000 pas, voilà. Si vous avez marché en même temps que moi, vous avez fait à peu près cette distance-là. Et donc je crois que c'est un format que je vais instaurer en vous incitant à faire la même chose que moi, c'est-à-dire à venir marcher avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, des commentaires. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous me laissez sur Spotify, Apple Podcast, YouTube aussi, où des fois j'ai des commentaires. Merci aussi pour les partages des épisodes
dans les stories sur Instagram, mon compte @BertrandSoulier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao mes champions et mes champions.